là. Et il y avait que les esclaves qui ne voulaient rien, ils voulaient que la liberté. Il n'y avait pas d'adjectif à côté, pas de liberté politique. Les colons européens voulaient la liberté économique, pouvoir négocier et vendre où ils veulent au monde. Les affranchis voulaient la liberté politique, les esclaves voulaient juste la liberté. Et naturellement, vous savez très bien que quand on fait des contestations, des batailles, plus le but est simple, plus vous avez de chances de gagner. Il n'y a pas de débat là. C'est pas, tu vois, la question référendaire haïtienne à l'époque était simple. Êtes-vous pour ou contre la liberté? Elle était simple et la réponse, c'était le feu. C'était le feu, vous la verrez tout à l'heure. Et cette liberté-là, voilà, on est dans cette colonisation. Voilà, le feu est parti. Et le feu est parti et la chose était très simple. C'est une bataille qui a commencé. C'est très compliqué à comprendre cette bataille qui s'est passée dans la colonie. Il faut imaginer un esclave qui s'appelle Toussaint Louverture. Il est maigre, on pourrait le voir. Voilà. Ce type, il est maigrichon. Il a appris à lire un peu avec un vieil oncle sur le tas. Et il écrit très bien. Il fait des fautes et ses fautes sont d'une beauté magnifique. Et nous disons madame. J'ai vu une de ses lettres. Nous écrivons madame, M-A-D-A-M-E. Lui, en parlant de sa femme, il écrit madame. Ma-M-A et puis dame. J'ai trouvé ça très joli. Il est un des stratèges, comme il en existe très peu au monde. Le cinéaste Eisenstein parle d'un des 5 plus grands stratèges de tous les temps. On parle d'un esclave qui, sous l'esclavage, avait déjà une proposition de constitution en 1802. Il s'est fortifié, il a appris à monter à cheval parce qu'il se trouvait maigrichon, on l'appelait Fatra Bâton, dont il était maigre. Et il est devenu un cavalier émérite et il entreprend de faire quelque chose qui était peu courant. Il ne se contentait pas d'être un guerrier extraordinaire. Et malgré l'image qu'il a d'un grand stratège, il a été blessé dans 17 batailles, et notamment à la ravine à Couleuvre. Et il entreprend de diriger la colonie. Un esclave. Il est devenu à la fin général en chef de toutes les armées françaises et gouverneur général de la colonie, de sa propre volonté. C'est-à-dire, ce n'était pas un cadeau. Il a fait exactement ce que le système avait fait. Quand il a remarqué, et selon la théorie française, il a remarqué que les Espagnols ne tenaient pas leur parole et qu'ils n'avaient en tête que de donner des médailles, alors il a quitté l'armée espagnole pour aller à l'armée française. Et dès qu'il est passé à l'armée française, toutes les villes qui ont été prises à la France par l'Espagne et l'Angleterre sont redevenues françaises. Ça, c'est la version française. Pour la version anglaise, et Toussaint a remarqué que les Français étaient fourbes. Il a quitté la France aussi. Il a fait la même chose. Mais en fait, il s'est établi comme un pion fondamental, ou une pièce plutôt, fondamentale, et dans ce qui se passait, se tramait, et dans cette colonie, où qui était un peu, disons, une Europe de poche. Tous les grands fantasmes de l'Europe se déchaînaient dans cette colonie. Et ce n'était pas n'importe qui était là. Quand ils ont mis le feu dans les ateliers et dans les trucs de canne à sucre, et quand les esclaves se sont dit, écoutez, c'est très simple. On va mettre le feu et puis on va empoisonner les sources et on ne le dira ni aux maîtres ni aux esclaves. Ça s'appelle l'opération de panique. C'est vrai que c'est ennuyeux, hein? Quand vous pouvez toujours vous dire, quand vous vous doutez, est-ce que l'eau est empoisonnée, vous pouvez toujours dire à l'autre de boire avant. Et quand l'autre boit, parce qu'il ne sait pas, non pas plus que vous, et que l'autre est un esclave, alors vous buvez, vous mourrez. Alors les gens qui regardent, là, ils commencent, la panique est totale. C'est-à-dire, il n'y a pas de mot d'ordre, il n'y a pas de mot de passe pour savoir, personne n'est exempt. Et la raison est très simple, ils ont dit, écoutez, mettons qu'ils sont 30 000 et que nous sommes 800 000 ou 1 million, eh bien, si on s'empoisonne tous, ils mourront avant nous. Donc c'est quelque chose, c'est très rude parce qu'on a affaire avec des gens, des humains,
qui, mis dans une situation où la loi n'existe pas, pour protéger les esclaves, Bonaparte a fait un code qui était tellement sévère, maintenant, qu'on croit que c'était un code qui était contre les esclaves. Et c'était tout simplement un code pour les protéger. Je pense que l'article 3 du code noir de Napoléon Bonaparte dit « l'esclave est un bien meuble ». Et c'était pour les protéger. Bien meuble appartient à l'État. Vous n'avez pas le droit, vous pouvez toujours les frapper, les trucs. Il y a des règles de nombre de coups de fouet. Et quand on lit ce code napoléonien maintenant, on se dit c'est pas possible, c'est une monstruosité totale et c'était pour les protéger. Et ça arrive à tous les humains. Vous êtes à l'autre bout du monde, on vous laisse tous les pouvoirs et vous avez le temps de vous corrompre totalement. Et l'argent est en jeu. La panique est là, puisque vous avez peur. Vous faites cet argent-là, mais vous le faites dans une jungle. Vous avez peur des maladies. La fièvre jaune va se déclarer. Vous avez peur des moustiques. Vous avez peur des gens. Vous avez peur des esclaves eux-mêmes. Puisque celui qui était présent dans la colonie, quand ils sont arrivés pour mettre de l'ordre, à un moment donné, quand Napoléon voulait rétablir l'esclavage, il a envoyé quand même 22 000 hommes et 86 bateaux de guerre pour rétablir l'esclavage. Ce n'était pas une plaisanterie. Et c'était son propre beau-fils et beau-frère, le général Leclerc, qui commandait. Donc ça veut dire qu'il n'a pas envoyé, qui est allé avec sa femme, Pauline Bonaparte, la sœur chérie de Napoléon. Donc ce n'est pas du tout une petite entreprise, et comme ça, de rien du tout. Donc ça veut dire, la France prenait très au sérieux cette affaire-là. Et voyez ces gens-là, livrés à eux-mêmes, avec des gens qui n'étaient pas des humains à leur disposition, l'esprit humain ne peut pas imaginer ce que les gens ont tenté pour essayer d'effrayer cette foule qu'ils exploitent, taillable et corvéable à merci, pour que ces gens-là n'aient jamais l'idée de se révolter. On a, malgré toutes les analyses, les enquêtes qu'on a faites, qui sont faites souvent par des Anglais, des Espagnols et des Français, on n'a pas encore une idée exacte de ce qu'un être humain qui se retrouve devant une population énorme de gens qui ont de bonnes raisons de vouloir leur mort, de ce qu'il peut faire pour les effrayer et les empêcher de concevoir une vengeance ou une tentative de liberté. Donc, les voilà dans cette fournaise de Saint-Domingue. Et la bataille va se déclarer quand Toussaint Louverture va être arrêté. Toussaint Louverture a écrit à Napoléon Bonaparte pour lui dire « du premier des Noirs au premier des Blancs ». Il a commencé sa lettre ainsi et lui expliquer qu'il était prêt à faire une souveraineté association. C'est exactement presque le terme qui a été dit. Il dit « écoutez, vous pensez que si Saint-Domingue devient indépendant, les esclaves vont devenir juste des fainéants. On va faire mieux. Et on va négocier avec vous en priorité. Économiquement, on va être indépendant, mais on va négocier avec vous. On est prêt à signer de négocier avec vous économiquement en priorité. » Napoléon, qui n'était pas bête, mais qui était... Parce qu'il n'y a rien de plus bête que le racisme. C'est quelque chose, c'est une émotion. Et toute émotion dans les affaires, ce n'est pas une bonne chose. Napoléon n'était pas bête, mais il y avait des racistes, c'est-à-dire des imbéciles qui n'avaient pas compris qui préféraient leur émotion à leurs intérêts. Et c'est ainsi que, pour le punir d'avoir s'être mis debout en face de l'État français, on l'a fait arrêter, on l'a emmené au Fort de Joux en France. J'ai été au Fort de Joux en 2003. C'était pour le 200e anniversaire de la mort de Toussaint Louverture. Alors Toussaint Louverture, que je vous ai dit, qui était devenu général en chef des armées françaises et gouverneur général de l'île, nommé par l'État français, pour vous montrer où il y avait 22 000 Français là, sur place, et l'amiral Villaret-Joyeuse, le général Leclerc. Et Toussaint Louverture était là-bas, dans cette prison au Fort de Joux, dans le Jura. Officiellement, l'État français dit que Toussaint Louverture n'est pas mort de froid,
même si l'État français n'arrive pas à dire qu'il y avait du feu dans sa cellule, qu'il avait pu mettre du chauffage. Moi, j'étais là. L'ouverture est morte en avril 1803. J'étais là en fin mai et j'étais avec un manteau et j'avais très froid dans le Jura. Et dans cette cellule-là, il y avait d'ailleurs le conservateur de la cellule, de la prison, cette grande prison dans le Jura. Le conservateur m'avait dit que devant des professeurs de français, d'histoire français de la région qui étaient là, qui étaient venus pour cette commémoration, il a dit que l'esclavage, que la liberté d'Haïti, l'indépendance d'Haïti, l'acte d'indépendance d'Haïti, 200 ans plus tard, il a dit que c'était un acte illégal. Donc alors là, vous voyez, vous ne pourrez jamais convaincre l'autre, si vous devenez indépendant, que c'est une bonne chose. 200 ans plus tard, il dit devant moi, devant des professeurs d'histoire français, que le fait de l'indépendance, heureusement, j'ai répondu très rapidement aussi, du même coup, je dis, est-ce que l'esclavage était un acte illégal? Il faut poser la question. Parce que c'est comme ça qu'ils font toujours. C'est comme ça qu'ils font toujours. Ils viennent chez vous, ils mettent des sceaux, ils mettent des règles, et après, vous ne pouvez que transgresser des règles, que tomber dans l'illégalité. Et ils pensent qu'on a oublié que leur présence est illégale. Donc c'est un peu ça, je me souviens d'ailleurs, il y a un texte qui est écrit même au Fort de Joux, dans la cellule de Toussaint. C'est un portrait que Bonaparte fait de Toussaint Louverture. Il a dit, l'homme est intelligent, rusé, retors, fourbe, sournois. Je le lisais à haute voix et à un moment donné, à la fin, j'ai dit, bon Dieu, quel autoportrait. Mais c'était aussi d'une certaine manière un hommage qu'un fourbe donnait à un autre fourbe. Est-ce qu'on connaît un chef de guerre qui ne soit pas fourbe? Un chef de guerre qui ne soit pas fourbe est un imbécile. Bah oui, qu'il fasse un autre métier. Mais la révolution est faite avec, après la déportation de Toussaint Louverture. Il est arrivé au Fort de Joux et tout ça. Et Dessalines, naturellement, Napoléon Bonaparte avait eu tort. Il a enlevé le plus modéré des chefs de guerre de Saint-Domingue et le plus brillant.